Donc, aujourd'hui, on va faire une introduction à la tarification dynamique. Donc, c'est vraiment on a vraiment mis la tarification dynamique au cœur de la présentation, mais vous allez voir spécialement au début qu'avant de se rendre à la tarification dynamique, il y a plusieurs autres étapes qu'il faut franchir. Puis, il y a également plusieurs autres étapes qui influencent la tarification dynamique. Et finalement, dans certains cas, on va se rendre compte que, oh, finalement, on a peut-être un peu moins besoin de tarification dynamique qu'à court terme, on a peut-être besoin de quelque chose d'autre. Puis par la suite, on va se rendre vers la tarification dynamique. Dans le cadre du virage numérique, c'est principalement moi-même et mon collègue Dominique on a travaillé avec plusieurs entreprises dans le domaine touristique au Québec. Beaucoup de membres évidemment d'événements Attraction Québec. On a un lien assez fort également avec Aventure Écotourisme Québec, donc on a fait plusieurs accompagnements à ce niveau-là. De mon côté, mais Michel en a déjà parlé là, dans mon background, là, donc j'ai géré beaucoup d'argent, beaucoup de budget marketing, notamment et des budgets de revenus aussi au niveau des industries touristiques, principalement au niveau de l'hôtellerie et également de tout ce qui est attraction et écotourisme. Puis mon collègue Dominique on fait vraiment des services qui sont similaires et complémentaires aux miens. Donc, beaucoup d'accompagnement au niveau de Google Ads, aussi beaucoup d'expertise au niveau des fois un peu plus du site web aussi. Donc, notamment, Dominique a poussé beaucoup tout ce qui est Shopify et Webflow en plus de WordPress. Puis, ça fait quand même, tous les deux, ça fait un bon moment qu'on évolue à ce niveau-là. Puis, on doit avouer que à peu près depuis les 3 à 6 derniers mois, il y a eu quand même une accélération au niveau des entreprises qu'on a pu aider principalement au Québec. Là. Puis, c'est sûr que le virage numérique nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant de virage numérique, donc il y a plusieurs d'entreprises qu'on a aidées principalement dans les 3 à 6 derniers mois. Ça fait à peu près depuis 3 ans qu'on est vraiment focus à 100% dans le secteur de tout ce qui est touristique. Donc, on continue. Là, vous voyez quelques logos ici. Sinon, je vais tout de suite aller avec mon plan de match. Le but ici, c'est vraiment de voir pourquoi on parle de tarification dynamique. Puis, au début, on va faire vraiment un lien entre le marketing numérique et la tarification dynamique. Puis un peu comme les Canadiens de Montréal, bien, vous allez voir que ça va se bâtir petit à petit. Puis plusieurs d'entre vous, bien, on va une étape à la fois, puis on gagne en maturité disons, pas nécessairement à chaque match, mais à chaque jour. Donc, on commence avec le lien avec le marketing numérique. Après ça, on va parler un petit peu de théorie. C'est une section qui est relativement courte, mais il faut absolument que je parle de certains concepts. Puis ces concepts-là influencent après ça notre façon de faire de la tarification dynamique. Je vais finir avec la tarification dynamique avec quelques stratégies. Puis à la toute fin, il va y avoir quelques conclusions. Puis dans la conclusion, c'est vraiment plus disons, un peu mon expérience et de l'expertise sur certains points que j'ai vus. Donc, c'est un peu une façon de conclure le tout. À tout moment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je dois avouer que dans les 5-6 prochaines slides, vous ne risquez pas d'avoir énormément de questions, mais ça risque par la suite d'arriver à partir à peu près de la 10e slide. Des questions, n'hésitez pas. Puis à ce moment-là, je vais également faire des pauses, là, donc au cas où il y aurait quelques questions. Commençons par la première section. Et je fais tout de suite le lien entre un concept qu'on appelle la génération de demande. Et du côté américain, on parle beaucoup de génération de demande. Puis de plus en plus, je me rends compte qu'au Québec, à peu près personne parle de génération de la demande. La génération de la demande, c'est un concept qui dit comment vous générez de la demande. Puis la plupart du temps, comment cette demande-là, elle va vers votre site, généralement vers votre site web ou vers votre entreprise. Et tout le concept de génération de demande, c'est un concept qui est excessivement lié avec tout ce qui est tarification dynamique. La tarification dynamique, c'est une des composantes de la gestion des revenus. Et la gestion des revenus, c'est très fortement lié à la gestion de la capacité. Le lien entre ces concepts-là, c'est qu'au bout de la ligne, c'est sûr que si l'entreprise n'a pratiquement pas de demande qui va vers son produit, vers ses activités, vers ses attractions, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, on n'a pas vraiment de gestion de capacité à faire, puis on n'a pas non plus une gestion des revenus tant que ça à faire ou de tarification dynamique. On est tout le temps à ce moment-là à un prix qui est à notre prix minimum. Dans la mesure où on a beaucoup plus de demandes, où on génère beaucoup de demandes, bien là, à ce moment-là, c'est sûr que la gestion de la capacité devient de plus en plus importante, puis la gestion des revenus, puis la tarification dynamique, c'est là que ça devient de plus en plus important. Vous allez voir, je vais faire aussi des liens entre la haute saison et la basse saison. C'est sûr que plus on est dans la basse saison,
plus le focus est très, très fortement sur la génération de la demande, plus on est en haute saison, plus le focus il va être vraiment au niveau de la gestion des revenus, la gestion de la capacité, puis la tarification dynamique. Tarification dynamique et relation avec la demande. Je vous fais de la lien avec certaines sources d'acquisition de trafic. Donc, évidemment, vous avez votre site web, super important. Énormément mis de l'avant par Google. Le Google Mon Entreprise. Écoute, moi, j'ai vu Google Mon Entreprise au balbutiement au début, quand on avait carrément, c'était à peu près rien. Par la suite, je l'ai vu aller avec Google Places. Par la suite, c'est devenu Google Mon Entreprise, Google My Business en anglais. Et là, pour certaines entreprises, on se rend compte dans certains cas que c'est 20-30% de leur chiffre d'affaires en ligne qui passe par Google Mon Entreprise. Donc, hyper important, on va en parler un petit peu. Médias sociaux, donc super important pour l'image de marque. Plusieurs attractions, plusieurs activités aussi déjà très, très bons au niveau des médias sociaux. OTA et grossistes qui est toujours bon pour augmenter nos parts de marché. Il faut faire attention par contre, là, donc au niveau des marges qu'on laisse sur la table. Les fameux partenariats, publicité digitale. Donc, dans certains cas, ça peut être très, très intéressant pour certaines entreprises, spécialement les OBNL, donc qui ont des accès privilégiés à certains types de financement au niveau de la publicité digitale. On a déjà aidé plusieurs à aller chercher certaines enveloppes budgétaires qui n'avaient aucune idée que ces enveloppes-là budgétaires pouvaient être disponibles pour eux. Votre infolettre, généralement, une bonne maîtrise de l'infolettre est associée à un niveau de maturité assez élevé au niveau de la génération de demandes. Donc, c'est toujours un challenge. Ça fait longtemps que c'est là, mais avec tout ce qui se passe au niveau des cookies en ce moment, puis les migrations vers Google Analytics 4, puis ce qui se passe au niveau de Apple, donc c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les infolettes. On retourne un peu vers le passé à ce niveau-là. Actifs numériques, Google Mon Entreprise, toujours super important. Ici, on a un exemple d'un de nos clients, le Parc du Massif du Sud, avec qui on a travaillé. Donc, plusieurs d'entre vous ont déjà, plusieurs avis, des très bonnes notes également, là. Bon, souvent en haut de 4 sur 5. Ce qui est le fun, c'est que c'est du trafic organique gratuit. Dans Google Analytics, c'est considéré comme du trafic qu'on appelle du trafic organique, puis c'est le même type de trafic que le trafic qui vient dans l'engin de recherche Google. Donc, il y a des manières de le séparer. C'est ce qu'on fait pour la plupart des entreprises, donc on peut les aider à ce niveau-là. Un peu comme je le mentionne ici, là, ça doit d'être bien paramétré, un lien dédié vers votre site web. Puis ça doit d'être à jour. Là, si vous êtes écrit ouvert, puis vous n'êtes pas ouvert, ben ça peut avoir un impact assez négatif. Actifs numériques, Google Ads, publicité sur les médias sociaux. Les Google Ads peuvent toujours être très utiles au niveau de ce qui est période creuse, augmenter votre visibilité pour atteindre des nouveaux clients aussi. Donc, des fois, ça va être une clientèle différente que la clientèle typique que vous attirez. Donc, ça peut être intéressant. Donc, vraiment un gain incrémental, donc un gain supplémentaire qu'on va chercher en allant chercher cette clientèle-là. Il faut vraiment toujours voir les publicités comme un investissement et non une dépense. Donc, toujours moyen de calculer le retour sur investissement, le retour en ad spending, ce qu'on appelle un ROAS là, en anglais, un ROAS. Puis c'est sûr que ça nous permet d'augmenter le taux d'occupation. Et le taux d'occupation, mais ça a un impact direct sur la tarification dynamique puis les tarifs qu'on peut charger. Donc, en lien avec l'élasticité de la demande. Partenariat tour opérateur croisiériste. Donc, une des très bonnes façons d'augmenter notre trafic, nos revenus, de rejoindre une nouvelle audience. Ça diminue un peu nos marges dans certains cas. Puis, il faut faire attention au niveau des réservations parce que oui, ça peut nous aider la basse saison, mais ça peut nous nuire dans certains cas au niveau de la haute saison si on est déjà plein. Donc, c'est des questions à se poser à ce niveau-là. Au bout de la ligne, c'est des partenariats à aller chercher, puis dans n'importe quoi, regarder le retour sur investissement. Niveau de maturité digitale en cette question, pour nous, c'est un point quand même assez important de parler de ça avant d'aller dans la tarification dynamique, parce qu'au niveau de la génération de demandes, il y a plusieurs concepts clés qui impactent ce que vous faites vraiment du marketing de performance, est-ce que vous mesurez vraiment vos actions marketing, puis en lien avec ça, à quel endroit vous devriez mettre un peu votre budget.
Puis là, en ce moment, le mot qui est un peu sur toutes les lèvres au niveau digital, c'est qu'est-ce que vous faites avec Google Analytics 4? Est-ce que vous l'avez installé? Est-ce qu'on vous a forcé à l'installer? Et par la suite, est-ce que votre Google Analytics 4 est connecté avec votre système de réservation? En le connectant directement avec votre système de réservation, votre Google Analytics 4, ça vous permet de voir exactement, de faire un bout à bout, c'est-à-dire de faire une attribution, de dire que la personne qui est venue de tel canal, de telle source d'acquisition de trafic, elle a fait une conversion finalement sur mon site, elle a acheté à ma billetterie. Donc, vous pouvez voir à ce moment-là, vous pouvez faire des. Ça se pourrait que cette personne-là vous ait trouvé via, mettons, c'est sûr que la source qui est attribuée n'est pas nécessairement toujours la vérité. Ça se pourrait que quelqu'un a entendu parler de vous à la radio, a entendu parler de vous dans un congrès, a entendu parler de vous via même un journal papier dans certains cas, ou même un blog, puis finalement, il décide de googler le nom de votre entreprise. Puis là, par la suite, il fait une transaction. Donc, ça va être associé à ce moment-là à du trafic organique, alors qu'en réalité, c'est une autre source de trafic. Mais dans l'ensemble, ça me donne quand même une très bonne idée de qu'est-ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Principalement au niveau des publicités numériques. Donc, c'est une façon de les mesurer. C'est mon troisième point ici. Sinon, une autre question qui est assez importante toujours de se poser, c'est est-ce que vos efforts en marketing sont mesurés en ROAS ou en ROI? Donc, est-ce que vous avez vraiment un retour sur investissement? Vous pouvez calculer vos retours sur investissement. Est-ce que vous pouvez savoir que quand vous mettez 1 en publicité, bien, finalement, pour vous amener, ça vous ramène, mettons, 5 de vente. Si vous mettez 1 en publicité, ça vous rapporte 12 de vente. Donc, ça, c'est une façon, ça, ici, on est vraiment dans la mesure du ROAS. Puis de cette façon-là, on peut faire l'équivalent d'une commission. Comme si vous mettez 1 ça vous rapporte 10 c'est l'équivalent d'une commission de 10 Donc, dans le secteur de l'hôtellerie, c'est souvent quelque chose qui est calculé en sachant que la commission, généralement, va varier à peu près entre 15 et 25 au maximum 25 Donc, lorsqu'on fait affaire avec un third party, donc c'est sûr qu'on mesure le ROAS un peu de cette façon-là pour toutes les publicités. Benchmark de vos activités marketing, vous mettez votre argent dans les meilleures actions marketing lorsque certaines ne génèrent pas un assez bon retour, un assez bon ROAS. Donc, vous décidez de simplement déplacer ce budget-là vers un endroit où vous savez que votre ROAS est bien. Sachant aussi que chaque dollar supplémentaire, généralement, va rapporter égal ou moins que le dollar précédent lorsque vous le mettez dans un budget de publicité. Segmentation de type RFM, c'est des concepts que j'ai vus il y a à peu près une vingtaine d'années, mais c'est encore à la base de tout ce qui peut être fait. Puis au niveau de tout le marketing par base de données, donc toujours super utile, on en fait souvent. Puis connaissez-vous les prénoms et noms de vos top 3 clients? C'est bizarre, mais la plupart du temps, on ne le sait pas. Mais ça impacte notre maturité digitale aussi, puis ça impacte aussi comment on connaît vraiment disons, les gens qui font affaire avec nos clients. Okay. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que j'aille un petit peu plus loin. Je ne sais pas s'il y a des questions, Michel, si c'est correct. Oui, ben, j'en vois pas, mais est-ce que tu pourrais nous dire ta segmentation de style RFM? Oui, excusez-moi, le RFM ici, c'est un type de segmentation qui a été développé dans les années 70 puis qui a évolué un peu à travers le temps aussi. Ici, on est vraiment c'est dans le fond, simplement, vous avez une base de données. Vous avez une base de données client, puis on réussit carrément à segmenter votre base de données client selon R, c'est la récence, F, c'est la fréquence, puis M, c'est l'aspect monétaire. Donc, des gens qui sont venus à votre activité, qui sont venus, dans le fond, à votre événement il n'y a pas trop longtemps, donc récence. Donc, mettons quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, dans les 30, 50 derniers jours. Ou dans certains cas, même, ça pourrait être calculé en pratiquement en année. La fréquence, mais combien de fois ils ont été dans un certain laps de temps. Donc, des gens qui reviennent souvent. Puis l'aspect monétaire, bien, combien ces gens-là vous ont amené en termes vraiment en termes d'argent, en termes de revenus. Dans certains cas, on pourrait même le calculer en termes de profit. Donc, j'ai fait plusieurs RFM, j'en ai fait en termes de revenus, j'en ai fait en termes de profit. Puis,
Ça me rappelle, ça me rappelle il y a à peu près une douzaine d'années lorsque je travaillais chez Air Miles à ce moment-là, puis on avait accès à 17 millions aux données de 17 millions de Canadiens. Donc, on était à ce moment-là, le Canada avait plus autour de 30-32 millions là, de population. Donc, on était capable d'avoir une très bonne idée de ce qui se passait, de ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Dans un cadre beaucoup plus petit, on est capable également de vraiment voir et dire, hey, vous savez, ces clients-là sont super, super importants. Il faudrait peut-être savoir c'est qui, c'est quoi leur profil au niveau de quelle région ils viennent, et ainsi de suite. Là. Ça peut être super utile. C'est toujours intéressant. Je ne sais pas Merci. s'il y avait d'autres questions avant que je passe à la suite. Pour le moment, j'en vois pas, mais gênez-vous pas les gens là, à me faire signe. Excellent, bon, on continue. C'est parfait. Puis en lien avec tout l'aspect génération de demandes, amener du trafic sur votre site web, mais ça amène tout l'aspect écosystème de données. C'est là que la tarification dynamique, vous allez voir tout le lien avec la tarification dynamique par la suite. Très souvent, une des limites d'aller un peu plus loin au niveau de la tarification dynamique, c'est ce qui est disponible en termes de données. Des fois, on n'a pas nécessairement accès au bon champ, au bon champ en termes aux bonnes variables, disons. Puis ici, généralement, votre écosystème de données, c'est quoi? Ben, c'est votre système comptable, c'est vos données du système de réservation qui sont généralement pratiquement liées avec votre système comptable. Les données provenant des OTA, donc tout ce qui est, puis ici je dis OTA, là, mais dans le fond, c'est tous vos partenaires, tout ce qui est, toute transaction qui ne se passe pas sur votre site web transactionnel. Également, ce qui se passe au niveau de Google Analytics 4, mais aussi Google Universal Analytics, là, la version qui prédomine depuis 2013, mais qui, d'ici à peu près 2 mois et demi, on va être vraiment sur Google Analytics 4. Sinon, mais ce qui se passe dans votre Google Ads, médias sociaux, infolettes, c'est toutes des données qui peuvent être combinées ensemble, simplement des fois avec des clés de marche relativement simples. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé dans le dernier 3-4 ans, on a travaillé avec des gens dans le domaine des propriétés de vacances, là, donc vraiment plus les chalets. On a travaillé avec des gens au niveau de l'hôtellerie, des gens au niveau des activités, au niveau des attractions, au niveau des événements, au niveau de l'écotourisme. On a même regardé un peu au niveau des pourvoiries puis des campings. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au bout de la ligne, peu importe où on s'en va, c'est à peu près tout le temps les mêmes champs qui sont importants. Il y a vraiment une généralisation qu'on peut faire. On peut vraiment se créer ce qu'on appelle un golden record. Donc, quand je travaillais dans le système bancaire, c'était vraiment un terme qui était très employé, parce que les bases de données, c'était un peu plus proche, puis il y avait tellement de systèmes différents. J'ai même travaillé dans une banque où on avait plus de 1000 systèmes qui se connectaient un après l'autre, puis des fois, la donnée a passé à travers 8 systèmes différents. C'était comme OK. Mais pour simplifier le tout ici, pour la plupart d'entre vous, à vrai dire, je suis pratiquement sûr, à vrai tout le monde dans la salle en ce moment, vous pouvez réduire votre base de données à seulement 13 champs. Et à partir de ces 13 champs-là, il y a énormément d'analyses qui peuvent être faites. Puis là, on parle d'un niveau de granularité qui est relativement, c'est assez granulaire. C'est-à-dire que la donnée, elle est assez, vous pouvez avoir beaucoup de lignes. Donc, lorsqu'une personne fait une réservation, à quelle date elle réserve? Donc, à quel moment elle prend cette réservation-là? À quel moment elle arrive à votre attraction ou à votre événement? À quel moment cette personne-là part? Donc, dans plusieurs cas, c'est la même journée, la date d'arrivée et la date de départ sont égales. Donc, ça ne cause pas trop de problèmes. Dans d'autres cas, ben, la personne, c'est plus qu'une journée. Donc, c'est quand même important de savoir combien de temps. C'est quoi son prénom, c'est quoi son nom, c'est quoi son adresse courriel. Code postal, super important parce qu'on peut faire on peut carrément mettre ça sur une carte géographique puis de voir de quel endroit les gens proviennent. Puis également, c'est une information qui nous est souvent demandée lorsqu'on demande des subventions ou lorsqu'on se fait demander de l'information sur notre entreprise. Le nombre d'unités qui sont réservées, le type de produit, quel est le montant que la personne a payé. Donc, pour vous, c'est un revenu. Si la personne prend un rabais, s'il y a un code de rabais, pourtant, puis dans le meilleur des mondes, on aurait aussi la source d'acquisition.
c'est une des données les plus difficiles à avoir, c'est la source d'acquisition. Mais si votre système de réservation est bien connecté avec, donc vous avez votre site web qui, lui, a un lien avec Google Analytics 4, à ce moment-là, vous devriez être capable d'aller chercher cette information-là. Vous allez au moins avoir une base. Ici, je vous donne un exemple là, vraiment, puis j'ai sûrement pris un des plus laids qu'on a fait chez Alpha Premium. Là. Ça fait à peu près une douzaine d'années que je fais des tableaux un peu comme ça, où on a vraiment, c'est très influencé par le monde de la finance un peu, où vous avez un portfolio d'activités marketing pour regarder c'est quoi la performance que ça vous amène, c'est-à-dire combien ça vous coûte, c'est quoi votre budget, combien ça vous rapporte, puis au bout de la ligne, c'est quoi vraiment le ROAS. Donc, vous avez une colonne ici qui s'appelle ROAS, vous avez une colonne aussi ROI, parce que dans certains cas, vous avez des actions qui ne vous coûtent pas trop cher en termes de publicité, mais qui vous coûtent plus cher en termes de temps humain que vous devez calculer donc, pour faire rouler ces publicités-là. Et par la suite, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de dire, OK, mais vous savez, on met de l'argent à tel endroit, il faudrait peut-être arrêter. Le classique, c'est une entreprise qui met, mettons, un peu trop d'argent dans le display ou au niveau des bannières publicitaires, puis finalement, on se rend compte que ça amène relativement peu de retour sur l'investissement, puis on devrait peut-être mettre un peu plus d'argent à d'autres endroits qui sont un peu plus rentables. Je ne sais pas si ça amène quelques questions. Pour l'acronyme ROAS, est-ce que tu pourrais nous donner la définition? Oui, le ROAS, c'est le Return on Ad Spending. Le Return on Ad Spending, c'est relativement simple comme calcul. C'est dans le fond combien ça vous amène de revenus divisé par combien ça vous coûte. Je prends un exemple ici. Donc, la première ligne, c'est Google CPC, donc un coût par clic au niveau Google. Ici, on a un revenu de 126 150. Bon, 126 000, puis ça nous a coûté 13 000 $. Donc, ce qu'on va faire ici en termes de ROAS, on divise un par l'autre, on enlève généralement un, puis ça va nous donner un ROAS ici de 854 %. Donc, c'est une des façons de le calculer. Là. Puis, ça nous aide vraiment à séparer qu'est-ce qui fonctionne de qu'est-ce qui fonctionne un peu moins au niveau des activités marketing. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, parfait. Oui, dans le fond, Oui, Justin nous demande la différence avec le ROI à ce oui, moment-là. le ROI, généralement, c'est le temps humain qu'on va rajouter le temps humain qu'on va rajouter au niveau du calcul. Parce qu'il y a certaines publicités il y aura à peu près pas de temps humain, mais il y en a d'autres que vous avez. Dans le fond, ici, le calcul qui est fait ici, c'est revenu divisé par la somme des coûts de publicité et des autres coûts. Puis la plupart des autres coûts, généralement, c'est des coûts de main-d'œuvre. Donc, mettons, vous envoyez des infolettes, bien, il y a un coût à bâtir cette infolette-là, à créer le design et ainsi de suite. Si vous avez une agence qui vous aide à créer le design, mais il y a un coût. Fait qu'au bout de la ligne, il ne faut pas dire hey, ouais, j'ai fait ma publicité j'ai un ROAS c'est un 4 pour 1, fait que l'équivalent d'une commission de 25 %, tout fonctionne bien. Mais là, on se rend compte finalement que vous avez des coûts de design importants. Il y a 2-3 ressources à l'interne qui doivent être mobilisées pour lancer le tout. Quelqu'un qui doit l'écrire, il y a quelqu'un qui doit réviser l'écriture et ainsi de suite. Ça, c'est tous des coûts supplémentaires qui se rajoutent que si on les oublie, on va avoir quand même, ça va être quand même biaisé. Généralement, dans la plupart des entreprises, la première étape, c'est vraiment d'être capable de calculer le ROAS. Puis si on est capable de faire un calcul, un estimé au niveau de ROI, c'est déjà beau. Mais généralement, on commence au moins par le ROAS. Le ROI, c'est un challenge, peu importe l'entreprise, de savoir c'est quoi les coûts. Mais ça peut nous donner, on peut vraiment faire un certain estimé ici. C'est pas obligé d'être la vérité absolue. Le but final, c'est de prendre une décision de mettre l'argent sur qu'est-ce qui fonctionne versus qu'est-ce qui fonctionne un peu moins. Donc, Merci. Ça répond à ta question, Justin? Est-ce que tout le monde est correct? Je pense que oui. Je pense qu'on peut continuer. Parfait. Merci. Continuons là-dessus.
Méthode de prévision de la demande, des méthodes relativement de base ici. Donc, on commence souvent par la plupart des entreprises vont avoir des méthodes relativement simples. Généralement, ça fonctionne bien. C'est dur de faire des prévisions sur un an puis vraiment de savoir exactement ce qui va passer dans notre marché. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'année précédente ou on va regarder une année similaire. Lorsqu'on était en cas de COVID, c'était difficile de dire hey, notre année va être pareille comme l'année similaire avec l'année précédente. C'était vraiment pas le cas. Donc, c'est souvent des analyses year over year. C'est le YOI. Y ici, ça veut dire year over year. Donc, on compare à l'année précédente. Sinon, ça va être, est-ce que vous allez mettre un peu plus de budget? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que vous voulez incorporer, notamment le taux d'intérêt, le fait que l'inflation, les taux d'intérêt sont un peu plus élevés, est-ce que ça va avoir un impact sur vos revenus, sur vos profits? Donc, vous pouvez commencer ça. Puis sinon, une façon, mais nous, on le fait à peu près pour chaque, surtout dans le secteur de l'hôtellerie, on le fait plus. Donc, on va avoir une courbe de réservation où on va savoir, on va avoir une prédiction dynamique de si la tendance se maintient, mais voici comment on irait chercher de revenus pour tel mois, tel autre mois et tel autre mois. Donc, on sait c'est quoi notre pace, donc c'est quoi notre vélocité, disons. Ça m'amène directement à ce qui nous intéresse, donc plus tarification dynamique, puis je vais vous donner quelques théories ici, quelques points importants. Comment déterminer votre prix? Donc, c'est sûr que votre prix, puis là, vous allez dire, ben non, mais c'est évident, GF, c'est qu'au bout de la ligne, ça dépend de l'activité, de l'événement, et ainsi de suite. C'est quoi? Ça dépend à quel endroit ça se passe et ça dépend à quelle période ça se passe. Ça paraît relativement simple. Vous avez toujours un minimum puis un maximum ici. Votre minimum, généralement, c'est vous qui allez le dicter. C'est un prix plancher. Le minimum est très relié à votre marque. Puis c'est également relié aussi à vos coûts. Ben, on ne peut pas descendre en bas de tel coût parce qu'au bout de la ligne, on fait notre événement à perte. Donc, notre attraction ne fonctionne pas si on va plus bas que tel prix aussi. Donc, c'est super important. Le minimum, il est toujours déterminé. Le maximum, au niveau n'importe quelle théorie qu'on fait au niveau de la tarification dynamique, le maximum, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Généralement, encore une fois, ça peut être l'entreprise qui va mettre le maximum, mais la plupart des algorithmes ont des minimums, mais n'ont pas de maximum. Des fois, le maximum va être donné par certains concurrents, donc à l'analyse vraiment de la concurrence, donc ça va nous donner un certain maximum. Mais lorsque vous avez un produit relativement unique, ça se peut que votre maximum soit pratiquement l'infini, mais au bout de la ligne, on sait que votre demande ne sera pas infinie non plus. Alors que votre minimum, vous ne voulez vraiment pas aller en bas d'un certain seuil, parce qu'au bout de la ligne, vous allez avoir un impact assez important au niveau de votre profitabilité et au niveau de votre marque aussi. On parle beaucoup de tarification dynamique, mais un concept qui est assez important, c'est tout ce qui est les prix variables. C'est quoi la différence entre des prix dynamiques et des prix variables? Ça peut paraître tout bête, mais au bout de la ligne, c'est deux concepts différents. Des prix variables, c'est généralement des prix qui vont être différents selon les jours. Donc, et la plupart des entreprises sont au niveau des prix variables et non au niveau des prix dynamiques. Un prix variable, c'est un prix qui va être prédéterminé à l'avance. Et ce prix-là n'est pas obligé de changer. Donc, on est vraiment au niveau, on dit pour les 365 prochains jours, voici les prix qu'on va offrir. Peu importe ce qui va arriver par la suite, on ne changera jamais ces prix-là. Donc là, on est vraiment au niveau des prix variables. Donc, on a des prix différents. On n'a pas toujours les mêmes prix à chaque jour, mais ces prix-là ne changent pas. Au niveau des prix dynamiques, c'est lorsque ces prix-là changent à travers le temps. C'est-à-dire que votre prix, mettons, je donne un exemple, votre prix pour la fête du travail, pas la fête du travail, mais votre prix, mettons, pour un samedi de la fin de la semaine de la construction, votre prix est vous mettez au début de l'année, vous décidez de mettre un prix, et ce prix-là évolue à travers l'année. Donc là, vous allez vraiment avoir un prix dynamique. Pour cette journée précise-là, le prix va changer. Donc là, vous êtes vraiment dans une notion de prix dynamique versus le prix variable qui veut dire, on n'aura pas le même prix pendant les 365 jours. Je peux dire que la plupart des entreprises, on est avec des prix variables, on n'est pas nécessairement avec des prix dynamiques. C'est vraiment un spectre au niveau de la gestion dynamique des prix. Donc, c'est vraiment
au bout de la ligne, les entreprises qui ont des prix fixes toujours à travers le temps, le prix ne change jamais, autant, autant au niveau de la variabilité que du côté dynamique. Disons qu'il y en a de moins en moins, alors que l'aspect tarification dynamique complète, ce n'est pas nécessairement une cible qu'on veut avoir, puis il y a relativement peu d'entreprises qui le font. On est vraiment au niveau de ce qui se passe notamment avec Uber. Donc, vous avez un tarif complètement différent à chaque moment, à chaque utilisation. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite. Donc, il y a un équilibre à aller chercher, puis il faut y aller petit pas par petit pas. Puis faire des essais, c'est un peu essai-erreur. Dans certains cas, on va faire quelques erreurs, mais on y va petit à petit. Je vais vous donner tantôt aussi une méthode toute simple pour ceux qui veulent se lancer dans l'aspect un peu plus dynamique, là. Sinon, au niveau de la maturité de la tarification, des questions de base à se poser vraiment. Pourquoi certaines journées sont très occupées plus d'un mois d'avance? Si une journée elle est presque remplie un mois d'avance, il y a de fortes chances que votre prix est trop bas. C'est le classique. Oui, il y a une très forte demande, mais s'il y a une très forte demande, peut-être que le prix aurait pu être un peu plus haut. Point numéro 2, est-ce que les meilleures fins de semaine sont identifiées? Ça, c'est un autre indice de à quel point votre entreprise a un certain niveau de maturité. Si vous identifiez vraiment les meilleures semaines, les meilleures fins de semaine, les meilleurs moments, puis est-ce que ces moments-là, le point 3 ici, ont des prix différents? Et là, on est de plus en plus vers l'aspect dynamique. C'est très, très relié à ce qui se passe au niveau de l'hôtellerie. C'est très, très relié à ce qui se passe au niveau du voyage aussi. Et de plus en plus, on s'en va vers les événements, on s'en va vers les attractions. L'aspect numéro 4 et l'aspect numéro 5, c'est là qu'on se rend un peu plus dans la complexité. C'est que l'entreprise est capable de tracer une courbe de réservation pour identifier les décisions prises dans des moments moins achalandés, les moments plus achalandés. Ça, dans à peu près 2 slides, je vais avoir un exemple ici. Puis aussi, est-ce que votre système de réservation vous donne une certaine flexibilité au niveau des changements de prix? Des fois, vous en avez, des fois, vous n'en avez pas. Puis même des fois, vous avez l'impression que vous n'en avez pas, mais finalement, vous en avez peut-être beaucoup plus que vous le pensez aussi. Il faut faire attention à ce niveau-là. Des fois, c'est de poser certaines questions à l'entreprise qui fait votre système de réservation. Avant d'aller vers les axes de segmentation et de variation de prix, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, on a la question. Est-ce que la notion de prix dynamique peut être appliquée pour la billetterie d'événements festivals? Puis Oui, s'il y a des exemples. oui, oui. Oui, c'est clair. Puis au niveau, l'aspect dynamique des prix au niveau des événements, le premier point, c'est que dès qu'on voit un tarif qui est un tarif, mettons, early bird, un tarif, mettons, normal, puis après ça, un tarif dernière minute, à ce moment-là, vous avez déjà un aspect dynamique qui se crée. Donc, on attend d'avoir atteint un certain plateau, puis après ça, on augmente le prix. Ça, c'est un exemple typique. C'est sûr que l'exemple le plus flagrant que j'ai vu dernièrement, c'est ce que Ticketmaster fait, puis c'est pas nécessairement de la bonne façon. Ça plaît vraiment pas. C'est sûr que moi, quand je regardais le prix dernièrement d'un billet pour voir un groupe de hardcore que j'aime bien, puis là, je me rends compte que le prix est super dynamique, puis finalement, le tarif n'a vraiment aucun sens. Ça devenait un peu frustrant, puis c'est clair que je n'irai pas y voir malheureusement. Donc, je pense que c'est applicable, mais il faut faire vraiment, vraiment attention. Puis, ce qui est plate dans certains cas, c'est qu'il y a des clientèles qu'on va aller chercher, puis en le rendant dynamique, puis prendre pour acquis que tout le monde est pareil, on limite des fois notre reach à certaines personnes qui fit vraiment avec notre audience. On voit ça au niveau des spectacles, des fois, c'est que si on était 100% sur la tarification dynamique, puis on prend pour acquis qu'on a un seul public, ça se pourrait que nos VIP puissent pas, nos hardcore fans puissent pas venir parce que finalement, ces personnes-là, il n'y avait pas l'argent pour y aller. Mais ça, c'est les gens qui vont aller dans les premières rangées sur le parterre, qui vont être dans le mosh pit, qui vont créer énormément d'ambiance. Finalement, vous remplacez ces gens-là par des gens qui ont plus d'argent et qui vont prendre des photos pendant ce temps-là. Ils vont se prendre des selfies et tout ça. Donc, ça dépend du type d'ambiance aussi qu'on veut créer. Fait que je pense qu'il y a
peut-être que je parle un peu trop à ce niveau-là, mais c'est très, très possible de le faire. Puis, de plus en plus, on voit d'applications, mais de plus en plus, on voit des erreurs aussi. Fait que on va tendre éventuellement vers un équilibre qui est meilleur pour tout le monde aussi à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Pas pour le moment. Merci Pas pour beaucoup. le moment, mais ce qu'on vient tout juste de discuter, je vais avoir un exemple typique de ce qui a été vraiment, vraiment bien fait c'est pour une station de ski, mais vous allez voir, c'est vraiment une très, très belle communication. Puis un exemple aussi de vraiment respecter les gens avec qui on fait affaire aussi. Pour revenir aussi à la variation des prix, dans un certain sens, on va très souvent voir dans les grilles de tarification des prix qui vont varier selon plusieurs axes. Donc, selon le nombre de personnes, est-ce que c'est une seule personne ou plusieurs personnes? Selon l'âge des personnes, est-ce que c'est un enfant, un étudiant, un adulte ou les seniors? Donc, selon la période de la journée, jour versus soir. La durée, est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, une journée? Temps valide, est-ce que c'est un billet journalier, multijournée, passe de saison? Finalement, moment de réservation. Donc, là, ici, on est vraiment dans l'aspect plus dynamique. Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est avant la saison? Est-ce que c'est avant d'arriver? Est-ce que c'est sur place? Donc, au niveau des événements, des attractions, on peut vraiment bien l'appliquer à ce niveau-là. Est-ce que aussi, jour de la semaine de l'année, type de forfait, moment de paiement, conditions d'utilisation. Là, vous dites, mais écoute, Jeff, tu viens d'en nommer, je pense, 11 à peu près. Puis si on a un prix différent pour chacune de ces conditions-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir 134 784 options de prix différents. C'est sûr que ça ne rentre pas dans une grille. C'est sûr qu'il faut en sélectionner quelques-uns qui fait plus, ou sinon, il faut carrément avoir un prix unique qui, lui, va apparaître lorsque la personne arrive sur votre site web. Puis ce prix unique-là, à ce moment-là, ben, c'est un qui, finalement, pour une personne, puis qui remplace les 134 000 options. Donc, de plus en plus, on va se diriger vers ça. Il va y avoir plein de variables finalement, plein d'axes de segmentation, puis on va se retrouver avec un seul résultat final. Fait que ça va être beaucoup moins complexe pour la personne de vraiment voir, de vraiment comprendre l'information versus de regarder à travers une grille. Tarification dynamique. Pourquoi augmenter le prix? Pourquoi diminuer le prix à travers le temps? Au niveau des concepts vraiment de base, ce qu'on va faire, c'est une courbe de vélocité des réservations. Si vous avez deux axes, vous avez votre pourcentage de réservation qui est sur l'axe des Y. Ici, vous êtes entre 0% et 100% de vos réservations. Puis vous avez ce qu'on appelle en anglais, c'est un lead time. En français, je n'ai jamais trouvé de terme excessivement bon. Là. On va parler généralement de temps de délai, carrément de délai. Donc, à quel moment la réservation elle est faite? Est-ce que la réservation elle est faite 365 jours d'avance? Est-ce que la réservation elle est faite 30 jours d'avance? Est-ce que la réservation elle est faite 15 jours d'avance? Est-ce que la réservation elle est faite le jour même ou même sur place? Est-ce que la réservation elle est faite 3 jours d'avance? Et avec toutes ces données-là, en termes de montant, on va être capable de tracer une courbe. On va avoir une courbe idéale qui va être généralement basée sur nos données passées, qui va nous dire à peu près à quoi ça devrait ressembler, puis avoir une courbe actuelle. Et ça, pour chacune des journées. Chacune des journées, vous avez une courbe qui peut être faite. Et à ce moment-là, si vous êtes trop bas par rapport à la courbe idéale, bien, ça veut dire que vos prix ils sont assurément, donc je suis ici, vos prix sont sûrement trop élevés. Si vous êtes ici trop haut, vos prix, c'est l'inverse, sont sûrement peut-être un peu trop faibles. Puis au bout de la ligne, plus vous êtes près de la courbe, plus vous tendez vers un prix qui est généralement le prix que le marché voudrait avoir. Donc, c'est un peu le concept de base. La plupart des algorithmes fonctionnent de cette façon-là. Ils vont fonctionner avec des courbes comme ça. Puis les courbes, c'est sûr qu'ils vont se régénérer, puis ils vont être dynamiques à travers le temps, donc ils vont s'améliorer. Puis on va essayer de viser certaines courbes. Puis de cette façon-là, on va être capable de dire est-ce qu'on veut diminuer ou augmenter nos prix. Dans le meilleur des mondes, on préfère généralement pouvoir augmenter nos prix à travers le temps et non pouvoir les diminuer.
Parce que le problème qu'on peut voir dans certains cas, c'est que si on offre trop de rabais à un moment donné à des gens qui arrivent plus vers la dernière minute, mais c'est sûr que ça crée un peu un problème pour les gens qui ont vraiment réservé d'avance. Puis les gens qui ont vraiment réservé d'avance, à un moment donné, ils vont se dire, ben, je vais arrêter de réserver d'avance parce qu'il y a toujours des rabais à la dernière minute de toute façon, parce qu'ils ne sont jamais pleins. Là, ça crée des comportements qui ne sont pas super. On le voit dans le secteur hôtelier durant la basse saison. Ça fait très, très souvent ça. On sait que l'offre est plus haute que la demande. Donc, les gens, généralement, un des plus hauts prix, un des plus bas prix va être souvent à la dernière minute. Donc, il n'y a pas vraiment tant que ça d'avantage de réserver d'avance. On veut essayer d'éviter ce type de comportement-là au niveau des consommateurs. Je ne sais pas s'il y a quelques questions par rapport à ce concept-là au niveau de la courbe de vélocité. Oui, on a Bernard qui demande, est-ce qu'une courbe qui prend plutôt en compte la demande au lieu du délai de réservation peut arriver au même résultat? Est-ce que Bernard voulait élaborer un petit peu? Ou... Oui, je peux, si la question n'est pas claire, Jean-François. Oui, vas-y. En fait, est-ce qu'on peut utiliser les courbes de variation de la demande en fonction de la variation des prix? Est-ce qu'on arriverait sensiblement au même résultat si on a des produits justement qui ne demandent pas des réservations d'avance? Est-ce que ça peut être une autre façon de travailler qui pourrait être intéressante? Oui, bien là, à ce moment-là, on est vraiment dans un calcul de gestion d'inventaire à ce moment-là, oui. Oui, c'est quelque chose qui est possible. L'approche, elle est différente. Il y a quelque chose qui est possible de faire à ce niveau-là, mais c'est un peu plus difficile pour être honnête, là, la façon dont on peut le faire. Là. Il y a d'autres paramètres qui deviennent importants à ce moment-là. Mais c'est possible de le faire, oui. Mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on va avoir l'information entre le moment où la personne réserve et le moment où vraiment, à quel moment la personne, elle vient. Parce qu'au bout de la ligne, de cette façon-là, on est vraiment capable de voir. C'est sûr qu'un produit, si c'est un événement ou une attraction, ça se passe à une journée précise. Puis si à cette journée précise-là, ben, il y a comme personne, ben, le fait de rajouter du monde, ben, c'est sûr que ça rajoute des revenus. Fait qu'on se retrouve à ce moment-là, on est prêt à accepter beaucoup de monde à des prix relativement plus faibles. Fait que pour moi, l'aspect de temps est un des aspects les plus importants. On peut faire d'autres choses aussi quand on a des produits qui sont un peu moins liés avec le temps. On peut faire de quoi avec la demande, mais généralement, l'aspect de temps est à peu près tout le temps incorporé dans l'équation. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Bernard. Absolument, merci. J'arrive au niveau donc, c'est assez pour les théories. Je vais prendre à peu près les 10-12 prochaines minutes pour vraiment te parler de stratégie. Vos stratégies, je donne un exemple ici au niveau de la transparence. Si on parle d'une station de ski, j'ai pris un exemple qui n'est pas québécois. Comme ça, comme ça, c'est un exemple international qui est un bon exemple ici, où on fait de la tarification dynamique. On est dans les Alpes, on est en Suisse. On est quand même il y a à peu près 2 ans. Nouveau système de prix. Donc, c'est vraiment, c'est super bien fait ce qu'il a fait du côté de Stade. Donc, ils ont décidé d'incorporer un système de tarification dynamique, puis ils ont été très transparents sur leur site web. Ils ont dit aux gens, mais regarde, on a un système de tarification dynamique, puis les prix vont se baser sur plusieurs facteurs. Ils vont dire, ben, regarde, c'est un peu similaire à ce que vous voyez au niveau des compagnies aériennes. Ils pourraient parler également de l'hôtellerie aussi. À ce niveau-là, ce qu'ils montrent ici, c'est qu'ils vont montrer un peu les prix pour chacune des journées. Puis ce que ça fait ici, c'est que le prix le plus bas ici, ça devient un peu comme un prix d'ancrage. Puis ici, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui vous montre ici, c'est que c'est comme si à chaque moment, c'est comme si vous aviez un peu un certain rabais si vous payez moins cher qu'une autre journée. Ce qui fait que ça attire les gens vers des journées qui sont peut-être un peu moins populaires. Donc ici, ça attire les gens, mettons, on est au mois de décembre, ça attirerait les gens plus au début du mois de décembre plus que vers la fin, ce qui est tout à fait logique. Là. Vers la fin, on est plus dans le temps de Noël et
ainsi de suite. Donc, mais les prix sont plus élevés vers Noël, ce qui est normal. Il y a un aspect ici dynamique, puis il y a une certaine transparence où on montre carrément les prix. C'est sûr que les systèmes de réservation sont tous un peu différents, donc il y en a plusieurs au niveau de l'EAQ, de l'Événement Attraction Québec. Vous avez plusieurs systèmes de réservation différents. On le voyait notamment aussi au niveau d'Aventure Écotourisme Québec, où on voyait plusieurs systèmes différents. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Dans certains cas, on peut voir que les prix sont complètement différents. Dans d'autres cas, c'est un petit peu plus dur à travers le système de réservation. Mais ça ici, en regardant ces prix-là, on a l'impression que c'est normal d'avoir un prix dynamique, que c'est quelque chose d'un peu plus quand même équitable. Oui, il y a plus de demandes à tel moment. Puis là, on regarde, puis on a l'impression d'avoir un peu un rabais lorsque le prix est un peu plus faible, alors que finalement, ce n'est même pas un rabais, c'est juste pour dire qu'il y a moins de demandes, fait qu'au bout de la ligne, vous payez moins cher. En lien avec ça, il y a toutes les politiques d'annulation. C'est sûr que ça a un impact dans à peu près tous les calculs. Puis évidemment, votre politique d'annulation est très, très reliée avec le type de produit, l'endroit que vous êtes aussi. C'est sûr que la météo, ça peut être notre meilleur ami comme notre meilleur ennemi dans certains cas, malheureusement. Donc, c'est sûr que plus la politique elle est stricte, plus c'est facile d'avoir un système de tarification dynamique. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui est le meilleur nécessairement pour les clients aussi. Donc, ça peut avoir un impact négatif sur notre réputation aussi. Sinon, gestion de la saisonnalité, puis ça, c'est vraiment au niveau du mindset à avoir. C'est très, très relié à la tarification dynamique, mais c'est vraiment la façon de voir, puis il n'y a même pas besoin nécessairement de système pour ça, mais c'est vraiment au niveau de la planification. La saisonnalité. C'est sûr que votre haute saison, votre objectif au niveau de la haute saison, c'est vraiment de maximiser vos profits. Donc, évidemment, vous avez plein d'autres objectifs d'entreprise, mais au bout de la ligne, on est vraiment en mindset de maximiser les profits. Ce n'est pas nécessairement nécessaire d'avoir trop de réservations d'avance. Puis, ce n'est pas le meilleur moment pour offrir des rabais nécessairement parce qu'on est en haute saison. Au niveau de la basse saison, là, on est dans un contexte complètement différent. Des fois, on a la question carrément à se poser, est-ce qu'on veut être ouvert, oui ou non? Donc, on est vraiment en contexte de minimisation des pertes, puis de s'assurer. Puis au bout de la ligne, plus on peut avoir de réservations d'avance, mieux c'est, parce qu'on sait que de toute façon, la demande elle est très faible pour ces périodes-là. Généralement, on va offrir un peu plus de rabais aussi. Donc, ça fait vraiment avec ça. Période forte et faible, bien évidemment, vous les connaissez. Donc, généralement, un peu plus fort au niveau des semaines de la construction. On va avoir un creux d'habitude au début mai. On va avoir un creux également en octobre si on est encore ouvert. Puis, finalement, la période estivale, généralement, au Québec, on va se retrouver à peu près autour de la Saint-Jean jusqu'à la fête du travail. C'est les moments où, évidemment, puis là, à travers cette période un peu plus forte-là, bien, vous avez vos semaines, vos fins de semaine qui vont être qui peuvent être très différentes. Si vous avez avant les systèmes de billetterie électronique, on se retrouvait souvent avec des façons un peu différentes de mesurer. Des fois, il y a des entreprises que j'ai vues ce qu'ils calculaient, puis on l'a vu au niveau des vélos de montagne. Finalement, il y avait quelqu'un qui calculait le nombre de personnes dans les places de stationnement à certaines heures pour voir les heures d'achalandage. Donc, il y a tellement de façons de voir ce qui arrive au niveau de la capacité. Donc, au niveau des attractions, au niveau des événements, c'est souvent un peu le challenge. Combien on peut avoir de personnes à l'interne? Combien on peut avoir de personnes sur le site? Ça impacte le prix. Une façon relativement simple de commencer avec l'aspect plus, je dirais, on n'est même pas au niveau de la tarification dynamique, on est vraiment au niveau de la variabilité, au niveau d'avoir des prix plus variables. C'est vraiment de prendre 2 fins de semaine qu'on juge relativement similaires. Puis on sait on risque d'avoir un très fort taux d'occupation de toute façon. Prendre une des deux, d'augmenter le tarif à peu près autour de 10%. On fait le test, puis après ça, on regarde les résultats. Est-ce que d'avoir augmenté de 10%, puis là, c'est sûr, dans le meilleur des mondes, on espère avoir aussi des températures similaires si on ne le sait pas d'avance. Mais ça peut nous permettre de faire un test qu'on appelle généralement, on va avoir un test, on appelle ça un test AB. Ça va nous permettre, en calculant les revenus pour chacune des 2 fins de semaine, de voir ça valait-tu la peine de l'augmenter ou pas, le 10%. Si on se rend compte que celle qu'on a augmentée, on a eu un meilleur revenu, puis que toutes les autres choses ont été, disons,
assez équivalente, c'est-à-dire une météo équivalente. Puis au niveau des autres conditions, à ce moment-là, on se rend compte qu'on peut continuer à peut-être augmenter nos prix aussi. C'est sûr qu'en période où on a quand même eu une forte inflation l'an passé, l'inflation est quand même vraiment en déclin quand même. Mais c'était quand même quelque chose qui était. J'ai parlé à plusieurs entreprises qui ont fait des tests à ce niveau-là pour regarder, je peux-tu augmenter mes revenus, je peux-tu augmenter mes tarifs? Je disais oui, parce qu'au bout de la ligne, tout coûte plus cher. Avant d'aller à la conclusion, je ne sais pas s'il y a quelques questions, quelques points. Pour le moment, c'est tranquille. On va passer à la conclusion et puis, ouais, on pourra garder aussi du temps un peu plus tard après, là, s'il y a d'autres questions, de toute façon, à la toute fin, je vais enlever l'écran puis je vais venir répondre aussi à toutes les questions. C'est quelques apprentissages en gestion de revenus, donc c'est vraiment plusieurs secteurs confondus. Généralement, des tendances que je vois souvent au niveau de la gestion des revenus, puis là, ici, c'est lié avec la tarification dynamique, c'est que les gens ont tendance à mettre des prix généralement un peu trop bas durant la haute saison, puis généralement un peu trop élevés durant la basse saison. Donc, il y a comme une tendance naturelle chez l'humain de se dire on va avoir un prix qui est plus flat, alors que finalement, ça se pourrait que vous ayez un prix 1,5 fois, des fois 2 fois plus élevé entre votre basse saison et votre haute saison, juste en fonction de votre demande. On en a mentionné tantôt, l'aspect très important de générer le plus de revenus de la vente lorsque vous êtes dans une saison qui est basse. Donc, aussi, super important, la plupart des business, à peu près, c'est très similaire. On se retrouve avec 1 ou 2 fins de semaine où on sait qu'on va avoir un très haut taux d'occupation, on sait que ça va être plein à fond, mais là, c'est là que c'est important d'avoir un prix un peu plus élevé. Généralement, la tarification dynamique va nous aider à ce niveau-là. C'est sûr que votre réputation a un impact important sur les tarifs que vous pouvez offrir. C'est sûr qu'une entreprise qui a 3,2 de cote sur Google Mon Entreprise, c'est sûr que ça ne part pas très bien au niveau de la business. Sinon, toujours plus difficile d'avoir des réservations la semaine, et c'est là qu'il faut être créatif. C'est ce qu'on voit souvent. Puis c'est là qu'on peut déterminer les business qui vont bien versus celles qui vont un peu moins bien, vraiment au niveau de la semaine. Ça, je l'ai vu souvent aussi, des entreprises qui essaient de trop changer les prix. Il faut y aller de manière très, très à petits pas, parce qu'au bout de la ligne, des fois, j'ai vu des gens, tu sais, tu changes tout le temps les prix, mais au bout de la ligne, là, si tu ne les avais pas changés, ça serait peut-être même mieux dans certains cas. Ça, c'est un autre aspect, plus vos compétiteurs sont novices, sont relativement, disons, nouveaux au niveau de la gestion de revenus, plus c'est facile de faire des gains avec des bonnes pratiques. Ça, j'ai vu ça énormément lorsque j'ai géré des hôtels qui sont dans des endroits de villégiature, dans des îles. Notamment, à un moment donné, dans le coin de la région de Boston, je gérais un hôtel dans la région de Nantucket, puis c'était vraiment, le marché était vraiment à un niveau de maturité qui était relativement très faible, donc c'était facile de faire beaucoup de gains. On a pris un hôtel, puis année sur année, puis c'était pré-COVID, ça n'a aucun rapport avec la COVID, on avait fait plus 35%, principalement juste en jouant sur la tarification dynamique. Sinon, l'aspect important aussi, il ne faut pas essayer nécessairement de réinventer la roue. Encore une fois, étape par étape, baby steps. Là. Donc, puis lorsqu'on expérimente, c'est avec des budgets un peu plus. On essaie des petits budgets, on n'essaie pas de tout changer notre business non plus. C'est vraiment important à ce niveau-là. Sinon, je vais y aller avec la période de questions. Puis, vous avez mon adresse ici, gf@alphapremium.com, s'il y en a qui ont d'autres questions